à toutes et à tous et bienvenue dans Cookie, le podcast qui se déguste sans fin. Pour cette émission, toujours les trois comparses habituels. J'ai l'honneur de vous présenter Justine. Bonjour Justine. Hello tout le monde. Tu vas très bien? Mais oui, et toi? Mais je vais bien également, je te remercie. Martin, toujours fidèle au poste. Bonjour Martin. Et oui, je suis toujours fidèle, je suis toujours au poste et je suis toujours Martin. C'est l'essentiel. Et enfin Naïm. Bonjour Naïm. Bonjour, ça va, vous allez bien? En pleine forme comme d'habitude. Eh bien écoute, est-ce que vous voulez passer un petit mot, quelque chose comme ça peut-être? Un autre chat qui va faire une dédicace? Oui, Naïm, comment va ton chat depuis la dernière fois? Oui, il va bien, là, il est en vacances en ce moment, donc ça va. Comment il s'appelait ce chat? Martinus Ragnarus. Ah, c'est vrai. Des fois, il change de nom, il est un petit peu dans sa période rebelle. Ouais. Et moi, je dirais chocolat. C'est le mot. Wow. On dit un petit mot, donc Ça compte pas comme une bonne réponse, Martin, tu en es bien conscient. Il est pas très non. petit comme mot en plus. chaud, alors. Voilà. C'est mal. Waouh. Bon, les amis, je sais à quel point vous aimez la rubrique questions et je sais encore plus à quel point vous aimez le sport. C'est pour ça que j'ai décidé, pour cette émission, de commencer par une question sport. Oh non. Naïm, tu te débrouilles plutôt bien en sport. D'ailleurs, tu es même un sportif invétéré, si je ne m'abuse. Invertébré plutôt. Ah, Mais oui, effectivement. je vais vous demander. Vous Et pouvez moi, je trouver. suis un vétéran. Ah bah ça on le savait, Martin, c'est pas nouveau. Hein. Merci Martin. Alors- Tu peux arrêter de ralentir l'émission? Tout le monde peut trouver cette réponse, que vous soyez amateur de sport ou pas. Je vais vous demander quel titre particulier a remporté l'équipe de football du FC Pange. Est-ce que déjà vous connaissez l'équipe du FC Pange ou pas du tout? Pas du tout, non. Est-ce qu'ils font la vaisselle ou un truc comme ça? Le FC Éponge. Ah, Avec le leader Bob, bien sûr. Bob l'éponge. Ah oui. Non. On n'arrête pas l'ambiance. On sait même pas quand elle On commence. a perdu 30 vues. Ouais, ça y est, on est passé dans le négatif, attention, on est passé à moins 20 vues, Ah ouais. je ne savais même pas que c'était possible. Ah, mince. Bon, quel titre particulier a remporté l'équipe du football du FC Pange? Le FC Pange, c'est en Lorraine. Un lien avec les quiches ou... Oh. Non, Martin. Ok. C'est l'équipe la plus allemande de France? Non, oh, non, non. Non, Naïm, non. C'est un titre original. Ça a à voir avec la des- région? Non, ça aurait pu se passer n'importe où. Ce titre, il aurait pu être décerné vraiment à n'importe quelle équipe, quelle que soit la région. Et ils ont gagné des titres autres que celui que l'on cherche? Je ne crois pas, C'est mais un des ça vous rares dit. clubs, un des petits clubs qui a gagné un titre de champion de France ou quelque chose. Non, ça n'a rien à voir avec les performances sportives. Donc, ça a aucun rapport avec le sport qu'ils pratiquent. Non. Avec les réseaux sociaux? Oh, c'est un rapport avec les réseaux sociaux. Il y a le plus de likes Non. sur YouTube. Mais c'est quelque chose qui est important pour les réseaux sociaux. Vous vous rapprochez. En rapport avec Facebook? Oui, aussi, on peut dire oui. Il y a Mhm. le plus d'abonnés. Non, rien à voir avec les joueurs ni les abonnés. C'est ceux qui font le plus de messages sur les réseaux sociaux. Non plus. Plus de membres actifs? Non, rien à voir avec le nombre d'abonnés, de likes, ni quoi que ce soit. Ah, elle est pas évidente cette question, hein. On a droit à un foot petit de rue. indice en plus? Non. Ok. Sérieux? Non, mais c'est compliqué Ouais, non, de vous aider. Ça a un rapport avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est important, et ça fait depuis 2003 que ça dure, si ça peut vous Est-ce que c'est un réseau social en particulier? Non, c'est surtout, je suppose, Instagram, Facebook. C'est le seul compte sportif qui a encore un compte sur MySpace, c'est ça? Non. Est-ce que c'est par rapport à la visibilité? Ah, on se rapproche, bien vu. Pour la visibilité, qu'est-ce qu'il faut? Les C'est posts? ceux qui ont mis qui changent le plus souvent de photos de profil pour leur compte. Mais non, c'était un vote qui a été effectué par les internautes de la Fédération française de la Lose, FFL. Alors, me demandez pas ce que c'est. Donc, c'est pas un record qu'ils ont établi, hein, c'est vraiment un vote. C'est peut-être un vote par rapport au choix de, je sais pas, leur tenue ou autre. Ah, Martin se rapproche. Pas le plus beau maillot ou le plus beau logo? Naïm, tu marques un point intéressant, tu te rapproches, mais pas vraiment. Plus beau stade? Non, Terrain? Plus beau non, ballon? Plus non, beau short? non plus. Hmm. Mais Naïm, tu étais à 2 crampons de la réponse. Les chaussettes? Un rapport avec leur logo? Oui, un rapport avec le logo, Leur tout à fait. emblème? Ouais, et dans qu'est-ce qu'il a ce logo? Il a été élu? Plus beau logo de France? Au contraire?
Plus moche. moche logo. Plus moche. Et oui, bonne réponse de Naïm. Le club a remporté le titre du logo le plus moche du monde. Ça, Ah, du cela- monde. Ah ouais, Ah, du le monde, pauvre. carrément. Qu'est-ce qui représente ce logo? Parce que je suppose que vous êtes toutes et tous curieux de savoir ce que c'est. Eh bien, il représente. Pas du tout. Eh bien, je vais te le dire quand même, Martin. Il représente une vache. Ouais, une éponge. Non, une vache. En plus, c'est trop mignon. Une petite vache avec un corps en ballon de foot ainsi que des crampons aux pieds. C'est trop mignon. Quelle originalité. Ouais. D'où vient cette idée? Eh bien, ça vient de l'ancien président du club, Thomas Devaux, qui entendait souvent des petites moqueries de la part des équipes adverses qui disaient qu'il y avait plus de vaches que de spectateurs dans le stade de l'équipe. Cette petite moquerie s'expliquait par la présence d'un pré situé à côté du stade et qui pouvait contenir jusqu'à, tenez-vous bien quand même, 50 vaches. Néanmoins, les années se sont passées et l'emblématique logo est resté. Depuis cette nomination, le FC Pange réfléchit même à créer plusieurs produits dérivés comme des peluches, des tasses, etc. Et pour vous dire d'ailleurs à quel point ça va, il y a même un collectionneur canadien qui a eu l'idée de commander un maillot pour l'avoir dans sa collection depuis cette histoire. Bah, c'est trop mignon, c'est pas le plus moche qui est. Regarde, elle a des petits crampons et tout, c'est trop mignon. Il y a des logos plus dégueulasses que ça quand même. Hein. Bah ouais, largement. Quand tu regardes les logos des grosses équipes, c'est sûr qu'ils ont fait simple, mais c'est au manque d'originalité ou autre. Je préfère largement les logos par exemple de la NBA où justement, et en général, ils sont assez drôles, représentent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux pour les clubs. Hein. Mais Voilà, parce qu'ils ont des même, mascottes là-bas. Ah oui, c'est Bah vrai. oui, en plus. Ouais. Alors qu'en foot, bah ça se fait pas, il n'y a pas de mascotte dans les équipes de foot, je crois pas. Si, il y en a un peu, mais ça dépend. Il y a Footix des dans équipes. les Oui, années mais ça 98. c'est pour l'équipe de nationale à chaque fois, ou par exemple pour les Coupes du Monde. Ah non, la SSE a une panthère noire. Ah bon? Mais oui. Eh ben, je vous propose de laisser de côté le foot et cette fois-ci, nous allons passer en Bretagne. La question est particulière. Je vais vous demander pourquoi connaît-on la ville d'Erquy mieux qu'on ne le pense. Attention, c'est pas facile là encore. Est-ce que c'est un rapport avec Astérix? Oh, bravo Martin. Tu as la réponse, mais est-ce que tu peux nous dire Le village c'est le village qui a inspiré le village d'Astérix. Oh putain, moi je qui pensais dans au moins 5 bonnes minutes sur cette Ouais, question. non, je sais pas pourquoi. Vu la localisation, c'est le premier truc qui me vient en tête. Erquy pourrait, attention c'est du conditionnel, être le village des irréductibles gaulois, comme on aime tant les appeler. À partir de la parution du tome Le combat des chefs, une carte de la Gaule ouvre chaque album avec une loupe situant le village quelque part sur les côtes armoricaines du Nord. Plusieurs villes, telles que Perros-Guirec et Iodé, vont ainsi revendiquer cette paternité. Mais un faisceau d'indices converge en direction d'Erquy, une jolie station balnéaire située dans les Côtes d'Armor. Réputée pour ses plages, ses paysages, son port, mais aussi sa vue incomparable sur la baie de Saint-Brieuc, Erquy serait également la source d'inspiration des deux auteurs. Tout d'abord, le cap d'Erquy est connu pour ses 3 pierres, celles-là même qui entraînèrent dans les fonds de nombreux navires. Coïncidence, ces 3 pierres sont visibles en première page de chaque album, sous la célèbre loupe. D'autres similitudes, comme le port de pêche, le littoral ou encore le fossé Catuélon, vestige des temps gallo-romains, confortent le sentiment qu'on est bel et bien sur les lieux du village. Les plages et le phare qui figurent dans l'album Le Domaine des Dieux sont également très proches de la réalité. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de recherches qui ont été faites. Lors d'une interview réalisée à la fin des années 90, Albert Uderzo aurait reconnu avoir choisi inconsciemment le cap d'Erquy comme cadre naturel de sa bande dessinée. Le dessinateur connaît bien la région pour y avoir trouvé refuge avec son frère durant la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, il y retournera à quelques reprises avec sa famille. Mais Goscinny a également souligné que tout cela révèle de la mascarade et que, pour citer Goscinny, en vérité, la réalité ne doit jamais se substituer à la fiction, même quand elle possède des accointances étranges et troublantes. Je rappelle que le titre du 3e tome d'Astérix a été dévoilé il y a quelques semaines. Il s'agit de Astérix et le Griffon, et nous ignorons absolument tout de l'aventure à l'heure où cette question a été rédigée. Et voilà, vous connaissez maintenant les similitudes entre Erquy et le village d'Astérix et Obélix. Je trouvais cette histoire assez dingue. C'est Martin. Ouais. Merci. Bon, eh bien, laissons de côté Astérix. Au revoir. Ma prochaine question va concerner la ville de Drachten, une ville néerlandaise. Ratchten, oui. Ratchten and Clank. Oh, Oh. non, C'est Drachten. excellent name, j'aime beaucoup. D-R-A-C-H-T-E-N. Drachten, je sais pas du tout. Je vais vous demander quelle idée originale a eu donc cette ville de Drachten afin d'améliorer la sécurité routière. Moi, je la connais, je crois. Ah, alors attends, laisse un peu mijoter Martin et Justine. Est-ce que ce serait. Ils ont peint des trompe-l'œil sur la route? Non, aucun trompe-l'œil, mais tu penses à quel trompe-l'œil par exemple? Genre des faux arbustes, ce genre de trucs? Mais c'est ça, il y avait des gens qui avaient. Ils avaient peint sur les Des faux passages accidents de pompiers. voiture. Des signes. Oh mon dieu. Des faux flics, non, des fois, ou sur des Non, sortes de trucs Mais c'était, ils avaient peint sur le passage pour piétons, ils avaient fait un trompe-l'œil, tu sais, en peinture étalée.
en fait, que quand tu arrivais à une certaine distance du passage pour piétons, ça te donnait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui traversait la route. Donc forcément, ça obligeait les gens à ralentir. Non, rien à voir avec des trompe-l'œil. Martin, est-ce que tu as une idée? Là, tout de suite, non. Naïm, si tu as une idée, alors ne dis pas de suite, mais vas-y, tu peux lâcher un indice si tu le souhaites. C'est un rapport avec les indications sur la route, les panneaux, etc. C'est ça. Est-ce qu'ils ont fait des panneaux lumineux avec des lumières et tout? Non. Mais vas-y, Naïm, tiens, tu veux t'essayer au jeu de l'animateur, Naïm, je te laisse répondre aux questions. Ouais, vas-y, je vais faire un café, je reviens. Vas-y, Naïm, je te laisse. Allez. Non, c'est pas ça. Alors vas-y. Allez, trouvez, là, vous êtes nuls ou quoi? Est-ce qu'il Bah, y a- quel animateur, Très bien. C'est le Naïmator. Est-ce qu'ils ont déguisé les panneaux en fait pour les rendre plus visibles? Déguisés en quoi, par exemple? Ils les ont déguisés en Astérix et tout ça? On sapin de Noël? Sois plus sévère, Ils ont fait du Naïm. cosplay pour panneaux, c'est ça? Non, C'est mais ça. pour une meilleure visibilité, est-ce qu'ils les ont déguisés en logo le plus moche du monde? Alors, ils les ont déguisés, peut-être, oui. Il est un peu chaud le café, attends. Il s'est- Ouais, il y a pas chaud, c'est bon. Ils sont lumineux, les panneaux? Tu veux aller voir le torréfacteur? Et on t'attend là? Je vais y aller. En fait, faut vraiment réfléchir à l'envers. Qu'est-ce qui pourrait plus aider la circulation? Pourrait Pas faire de plus panneau? peur aux gens. Non, c'est ce qu'elle vient de dire. Justine, qu'est-ce que tu as dit, Justine? J'ai dit, il n'y a pas de panneau. Mais sois plus précise. Bah, il n'y a pas de panneau pour indiquer un stop ou quoi que ce soit. Et donc, forcément, ça oblige les gens à être tout le temps attentifs. Allez, c'est vrai. Naïm, tu es d'accord? On peut lui octroyer la bonne réponse. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de panneau, il n'y a Bravo. pas de ligne. Et bravo à Naïm aussi qui connaissait d'ores et déjà la bonne réponse. Et oui, en 2003. Et bravo à moi. Non, toi, Martin, tu n'as rien trouvé. Oh, d'accord. Non. Oh, allez, je lui accorde le quart de Allez. ma réponse. Bon, allez, Allez, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Ouais. Bon, en 2003, Ah. la ville de Drachten, une ville néerlandaise, a décidé de retirer dans une partie du centre-ville les feux tricolores, les panneaux de signalisation ainsi que les trottoirs, carrément les trottoirs. Les conducteurs, ainsi privés d'indications, ont alors fait bien plus attention aux autres et à leur environnement. L'expérience, appelée route nue, s'est révélée être une réussite et le nombre d'accidents y a fortement baissé, en passant de 8 accidents impliquant des blessures par an à 0,33 en à peine un an. L'opération a été un tel succès que la ville allemande de Bomt a lancé une opération similaire en 2007. Et voilà. Ouais, je sais pas, moi j'en vois beaucoup qui respectent pas les limites de vitesse malgré les panneaux, donc je sais pas si ça changera grand chose. Bon, je pense pour fluidifier le trafic, c'est compliqué, mais dans les petites villes, ça peut être pratique, je pense. Ça force les gens à se dire, oh, putain, faut que je ralentisse avant de traverser et tout. Alors qu'il y en a, ils vont voir que le feu est vert, ils vont tout de suite tracer, alors qu'il y aura peut-être des gens qui n'auront pas fait gaffe. Bon, changeons du tout au tout et je vais vous demander quelle a été l'une des conséquences inattendues du blocage du canal de Suez. Je suppose que vous avez entendu parler du célèbre porte-conteneur qui avait bloqué le canal de Suez le mois dernier. Evan Green, c'est ça, non? Oui, exactement. Pas une actrice? Non, ça c'est Eva Green. Pas si grande que ça pour bloquer le canal de Suez. Même si ça n'empêche que c'est une grande actrice. C'est vrai, Ouais. non, tu as tout à fait raison, une excellente actrice. J'aime beaucoup cette actrice. Bon, mais là on parle pas de l'actrice, on parle du porte-conteneur. Il y a eu une inflation des prix à cause du blocage du canal de Suez. Oui, mais c'est pas évident comme question. Et donc il y a une conséquence inattendue. Qu'est-ce que c'est? Ça concerne un pays spécifique déjà. Européen, Européen, La France? pas la France. l'Angleterre. Oui, Ils ont eu un problème avec le thé. non, rien à voir avec ça. Mais Martin, tu marques un point intéressant. C'est une des passions, du moins supposée passion des Anglais. Même si, avant de préparer l'émission, c'est pas quelque chose qui m'avait spécialement marqué, que ce soit dans les films ou dans la littérature. Le pudding. Non, voilà, je pense C'est comestible? qu'on va faire tous les clichés sur les Anglais. Les chapeaux melons. Non, pas le pudding. pas Mais le c'est thé. comestible? Ce n'est pas comestible. Ah, Ah, la reine d'Angleterre. Non. ah ouais, les goodies de la famille royale. Ah, je suis persuadé qu'il doit y avoir des trucs comme ça avec la famille royale. Bah, j'ai moi-même une tasse Lady Di C'est qui vrai. est du plus bel effet. C'est vrai, elle est magnifique. Voilà, c'est un rapport avec un sport? Non, rien à voir avec ça. Ouais, tu vas pas pouvoir trouver Naïm. Et alors attention, je vais donner un indice. C'est la décoration. L'assiette en porcelaine? Il peut y en avoir en porcelaine, j'avais noté plastique, pierre ou céramique. Des tirelires? Non, tout le monde ne trouve pas ça très joli. Mais bon, après attention, les goûts et les couleurs, on respecte. Peut-être que Martin en a. Des casquettes? Des casquettes en céramique? Non, non, rien à voir avec ça. Est-ce que ce serait des petites statuettes ou des Ah. figurines Tu te rapproches, Martin. On les trouve dans un endroit bien particulier. aux toilettes? Toilette.
Non, dans le jardin Oui. des Les nains de jardin d'anges. Bonne réponse de Justine. Et oui, il s'agit des nains de jardin. Suite aux nombreux confinements successifs, les Britanniques se sont tournés massivement vers l'entretien de leur jardin. Et avec cela, bien évidemment, les éternels nains de jardin, si chers dans le cœur des Anglais. Ian Barn, directeur de Highfield Garden World, qui est une chaîne de magasins de jardinage dans l'ouest de l'Angleterre, a affirmé d'ailleurs à la BBC que ces magasins avaient connu un essor de 97% de fréquentation depuis 2019. Ce fameux Ian Barn se lamentait du fait qu'aucun nain de jardin n'avait été aperçu dans les magasins depuis plus de 6 mois. Et ce, quel que soit leur type, plastique, pierre ou céramique, les Anglais n'arrivent pas à trouver des nains de jardin. Et lorsque le canal de Suez s'est retrouvé embouteillé au mois de mars, de nombreux petits gnomes attendaient patiemment dans les conteneurs d'être livrés à bon port. Et selon la société de données maritimes Lloyd's List, le blocage du canal de Suez empêchait chaque jour le passage de la cargaison estimée à 9,6 milliards de dollars, soit 8 milliards d'euros entre l'Asie et l'Europe. Gageant désormais que la situation est rétablie avec le canal de Suez, que les Anglais pourront orner leur jardin de centaines de milliers de nains de jardin. Je vous propose de laisser de côté les nains de jardin, entamant d'ores et déjà la dernière question. Vous avez jusqu'au 14 avril si vous souhaitez acheter une carte postale unique au monde. Mais 14 avril, c'est déjà passé. Ouais, j'avoue. bon, alors, vous y aviez jusqu'au 14 avril, si vous souhaitez acheter... Oui, mais attends, on est le 18 aujourd'hui. Le temps file, on est déjà le 18. Hein. Eh ben, écoutez, trop tard, vous avez laissé passer votre chance. Il y a 4 jours, vous auriez pu acheter une carte postale unique au monde. Mais quelle était la particularité de cette carte postale? Moi, je l'ai, donc je peux pas dire la réponse. Non, je rigole, je l'ai pas du tout. La date est importante. La date est très importante même. C'est ce qui fait tout, pour tout vous dire. C'est en France? Non, ça ne s'est pas passé en France. Et vous connaissez tout cette histoire. Est-ce que c'est un rapport avec le Nouvel An en Thaïlande? Rien à voir avec le Nouvel An, mais si je vous donne la date, vous avez dessus trouvé. Donc voilà, je peux pas trop vous dire. C'est passé en avril, l'histoire? Non, la lettre est envoyée au mois de mars. Mais on l'achète où cette carte postale? Alors, On l'achète plus. c'était une mise aux enchères et elle était estimée à 15 000 $. Ah, tout de même. C'est la première lettre envoyée au Père Noël. Ah oui, c'est ça, je pense. Non, ce n'est pas ça. En rapport avec Napoléon, vu qu'on fête son bicentenaire. Non. Avec la commune, vu qu'en fait, je sais plus combien. Les 150 ans de la Commune de Paris? Ce n'est pas ça. De toute façon, t'as dit que ça se passait pas en France, donc. C'est vrai, tu as raison. Les États-Unis. Ça se passe. La lettre est envoyée d'Irlande. C'est passé la Saint-Patrick? Non, je sais plus quand est-ce que c'est. Oui, elle est passée. Ah bah c'est le 17 mars, la Saint-Patrick, donc... Est-ce que ça a un rapport du coup directement avec l'Irlande ou rien du tout? Ah oui, c'est très important que ça se passe en Irlande. C'est la première lettre écrite par un leprechaun? Martin, on a dit quoi? Bah, Non. j'ai cru que j'avais raison, c'était surprenant. Mais... Non, Martin. Cette carte est signée Jack. Par rapport au Titanic? Oui, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Vas-y, je te laisse développer, Naïm. C'est une lettre qui a été retrouvée dans le Titanic. Il parlait de Rose. Il disait ouais, pourquoi tu m'as laissé. Ah, mais attends, oui, t'as dit jusqu'au 14. Mais oui, t'as dit jusqu'au 14 avril. Il a coulé le 15 avril 1921. C'est pas ça, quelque chose comme ça. Oh là, 1912, Titanic. 1912, oh pardon, qu'est-ce que je raconte moi? Mais c'était le 14 ou 15 avril, je crois. Bon. Je vais quand même octroyer la bonne réponse de Naïm, qui a fait l'association avec Jack. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Cette carte postale a été envoyée 5 semaines avant le drame par l'opérateur radio en chef du Titanic. Et elle a été mise en vente aux enchères aux États-Unis jusqu'au 14 avril. Elle est signée par un jeune homme de 24 ans, Jack Phillips, et est relativement concise. Sur la face recto, vous avez une photo du tristement célèbre paquebot qui est représenté, et au verso est écrit, très occupé à travailler tard, j'espère partir lundi et arriver à Southampton. Southampton, c'est le diminutif de Southampton, mercredi après-midi. J'espère que vous allez bien, j'ai eu des nouvelles d'Ethel hier, je t'aime, Jack. La lettre a été envoyée depuis Belfast à sa sœur Elsie Phillips le 7 mars 1912. Quelques semaines plus tard, Jack quittait Southampton pour le voyage inaugural du Titanic à destination de New York. Bobby Livingston, le vice-président de Air Auction, espère la vendre pour près de 15 000 $.
Et alors pourquoi cette estimation ? Eh bien, c'est expliqué par le fait que seules 5 des 300 cartes postales conservées par Elsie Phillips avaient un rapport avec le Titanic, et que seules 2 d'entre elles montraient une photo du navire. Ça parle du Titanic, et en plus, vous avez une photo du Titanic sur la carte postale. Néanmoins, ce n'est pas la première fois qu'une carte postale liée à la tragédie du Titanic est mise aux enchères, car en 2018, une carte écrite par une femme de chambre et envoyée 4 jours avant le drame avait été vendue pour $26 000. Il en faut peu pour dépenser de l'argent. Hein. Mais heureusement que Naïm a trouvé le Titanic, parce que quand t'as dit Jack et l'Irlande, pour moi je pensais plutôt à Jack O'Lantern en fait. Que se passe-t-il entre les gnomes, le Père Noël, Jack O'Lantern, les léprochaunes, Martin ? Les léprochaunes. Ça va, pardon, il y a la fée des dents qui me parle. Astérix, ça n'existe pas. Ça va pas du tout. J'espère que t'es au courant. Ouais, c'est faux. Tu dis ça, mais moi, je suis sûr que c'est une idée fixe. Bon, Martin, il faut qu'on te parle. En fait, ça suffit, Martin. Il est dans un état, Martin, aujourd'hui, c'est terrible. Vous avez parfaitement répondu à mes questions. Bravo à tous les 3. Et je vous propose de les mettre de côté. Et c'est l'heure de passer à la proxy, Martin. Est-ce que tu peux expliquer le concept de ta rubrique ? Les léprochaunes. Alors, les léprochaunes. Je vais vous parler de ces êtres extraordinaires qui m'apportent ton au quotidien. Eh ben, j'aime bien les films, les livres, les jeux vidéo, tout ça. Mais des fois, je loupe le début, je m'endors, je décide des trucs en même temps. Bref, je suis pas trop concentré sur ce que je regarde, lis ou ce à quoi je joue. Du coup, j'ai pas toutes les infos et de ce fait, quand j'en parle, c'est incomplet, sans doute faux, c'est approximatif. Et comme je vais vous en parler de plein de trucs aujourd'hui, bienvenue dans la dimension Approxi Martin. À vous de trouver de quoi il s'agit. Et petit ajout par rapport au jeu précédent, la dernière phrase de chaque Approxi Martin contiendra un indice un peu plus important, même s'il est un peu subtilement caché. Ah, d'ailleurs, Martin, tu avais proposé lors de la dernière émission que les auditrices et auditeurs pouvaient participer en proposant des rubriques. Exactement. Bien, figure-toi qu'on n'a pas eu de réponse. Je sais. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette fois-ci comme j'avais envie. Voilà. Allez, vas-y. Ok. Eh bien, écoutez, j'ai commencé par la plus célèbre des catégories que j'ai fait dans ce jeu, la Proxinéma, donc catégorie cinéma. On va dire qu'on l'aurait pas deviné. Merci. Ça sera coupé au montage. Oui, c'est vrai. Je vais vous le dire directement. Je crois que j'ai loupé le début de ce film. Parce que le flashback de combat en apesanteur, je ne vois pas du tout d'où il vient. Et les 2 gosses tout perdus et crasseux du début, je ne sais pas du tout qui c'est. Toujours est-il qu'ils se font attaquer par un genre de mort-vivant qui fait beaucoup de bruit, qui parle bizarrement. Bon, je m'intéresse, je me concentre, et bim, on passe à 2 autres gosses qui se baladent avec des gens pas très fréquentables. Ils leur font faux bond et partent en balade en forêt. Ok, je me reconcentre et bim. Alors là, maintenant, c'est un trio d'adultes plutôt singuliers qui courent le marathon. J'ai la réponse. Le plus petit semble d'ailleurs pas joyeux, manque d'endurance sur les longues distances, semble-t-il. Et c'est comme ça tout le temps. Ça passe des uns aux autres, ça se bat, ça se cache et ça escalade. Ça rencontre des vieux tombés dans la javel tellement propre qui brille beaucoup trop. Ça parle avec l'écorce. Alors, l'écorce, c'est L''écorce. Il y a des machins tout sombres qui volent, etc., etc. Seigneur, mais qu'est-ce qui gouverne ici ? Oh, je l'ai pas, moi. Ah bah non plus, mais je laisse le soin à Naïm de nous proposer la réponse. Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Exactement. Bravo Naïm d'avoir trouvé. Et je parle dans l'Approx Series, donc vous aurez deviné, ça parle de série. C'est l'histoire d'une lycéenne qui apparemment attire toujours les ennuis. Alors qu'elle commence dans un nouveau lycée, il y a toujours un paquet de trucs chelous qui lui arrivent. Des amis pour le moins étranges. Bon, le comique de service et la fille un peu BG, ça, on commence à connaître, on l'a vu plein de fois. Mais la pote qui a un peu trop de tours dans son sac et son pote qui est souvent de mauvais poil, c'est n'importe quoi. Il y a même le bibliothécaire qui la harcèle. Et ça, c'est que le cercle proche. Parce qu'il y a des gens... Ok. Il y a des gens chelous partout en ville. Il y en a souvent des démêlés avec des gens super affamés vu qu'ils ont tout le temps les crocs.
en général une bonne baston parce que elle est quand même athlétique et hop, elle les envoie tous au pieu. Dodo définitif. Faut dire qu'ils sont en général debout toute la nuit. Ils ont même les traits tirés, de vrais démons de minuit. Autant de fêtards nocturnes dans cette vallée ensoleillée. Heureusement que ce n'est pas trop exposé au vent, sinon la situation aurait été pire. Ça ne serait pas une série avec Sarah Michelle Gellar par hasard? Moi, je dirais peut-être Buffy contre les vampires. Exactement. Voilà, et oui, la dernière phrase, exposé au vent, sinon la situation serait pire. Ah non, mais attends. C'est beau. C'est recherché tout ça. Après, nous passons à l'Aprox Video Games, qui parle toujours de Nain Jardin. J'espère que celui-là vous connaîtrez, mais je pense que certains et certaines connaissent. Je vous plonge dans l'ambiance. Des trucs tombent du ciel un peu partout, des gens s'en approchent et meurent, enfin plus ou moins je crois. En tout cas c'est la guerre, les attaquants sont partout, c'est le bazar. Il faut quelqu'un pour les sauver, du coup il y a un militaire qui aime bien son polo vert apparemment, qui met en place un petit groupe bien caché pour envoyer des volontaires bien équipés pour aider la population et repousser les vilains pas beaux. Voire même les capturer pour les interroger et obtenir des renseignements. Enfin, les capturer morts ou vifs du coup. Parce que dans les deux cas, la scientifique de l'équipe, elle s'en donne à cœur joie. Mais face à notre ténacité, l'ennemi a tendance à ramener des alliés toujours plus gros, plus balèzes et plus grands. Pas facile tout ça. Et comme si ça suffisait pas, si on n'aide pas tout le monde assez rapidement, eh bien on nous retire le passeport pour certains pays. C'est à n'y rien comprendre, on est là pour vous aider, bon sang. Franchement, pour repousser ces mecs apparemment extra, enfin c'est eux qui le disent, hein, il nous faudra un groupe comme les X-Men, mais bon, le nom était apparemment déjà pris. Alors là, je n'en sais strictement rien. Est-ce que c'est XCOM? C'est tout à fait XCOM. Ah, X-Men, XCOM. Ah. J'ai fait que le deuxième qui était génial. J'avais adoré ça. Ah oui, j'ai fait le 2 aussi. Le 2, il est excellent. Et je vous conseille le 1 aussi qui est très bien. Bien sûr, il n'y a pas autant de mécaniques, mais il y a quand même une grosse majorité des mécaniques qui sont aussi présentes dans le 2. La seule différence, c'est qu'on n'a pas une base qui se déplace. Ouais. Mais, ça reste très sympa. Et l'extension qui avait été ajoutée donnait aussi pas mal de choses, vu qu'on avait une sorte de groupe concurrent, en fait, mais qui était là plus pour récupérer les artefacts aliens et s'en servir eux-mêmes, plutôt que pour aider à libérer le monde, en fait. Et bien, je vais passer à la suite, du coup, qui sera l'Aprox Animation. Donc, sur... de l'animation, surtout sur des séries dessins animés. Voilà. Alors. Moi, je suis déçu. Je pensais que tu allais faire sur le meilleur jus de fruits, mais. Ouais. Je pense pas. Eh bien, peut-être pour une prochaine fois. Ah oui, on attend tout celui-là, Martin. Voilà. On attend, on est là. Eh bien, je dis pour une fois, Joker, hein, voilà. Non, il faut pas faire de placement de produit, donc cite plusieurs marques de jus d'orange, Martin, dans ce cas. Batman. Paquito. Non, je parlais du Joker de Batman. C'est trop piquant. Ah, Tropical. ah, c'est pas le perroquet de Tropico? Ah, ouais. C'est ça. C'est la vraie voix. Ah ouais, c'est confondant de réalisme. Ah, ouais. Bon, Martin, Incroyable. on t'écoute pour l'approximation. L'Aprox Animation. Oui, voilà. Merci d'avoir mémorisé, ça me fait bien plaisir. Il est petit, et même s'il est malin... Un nain de jardin. Allez, prochain. Alors, donc même s'il est malin, c'est pas une flèche. Je parle du personnage principal de ce dessin animé. Clairement, c'est un lève-tard vu le temps qu'il passe à pioncer. Du coup, il a su s'entourer d'amis pour partir en voyage. Bon, ils sont un peu givrés, mais quand même, ils sont un peu plus nature que lui. Enfin, plus ou moins. Partir faire le tour du monde avec lui, c'est pas un cadeau. Il en a même toujours avec lui plein d'animaux assez envahissants. Il est tellement énervant qu'il y a même un ado qui lui en veut et qui brûle d'en découdre avec lui. Et l'arrivée de la fan du rock dans la bande n'arrange rien, elle persiste même à ne rien voir des bêtises du héros et même des fois a tendance à en faire elle-même. Et pour couronner le tout, ce gosse met des vents à tout le monde. Heureusement, il y en a pas deux comme lui. Paraîtrait même que c'est le dernier. Je l'ai. Est-ce que ce serait pas notre maître à tous, le dernier maître de l'air? Oui. Bon, Martin, est-ce que tu en as un autre à nous proposer? Eh bien, le dernier. Donc, comme je sais que vous avez beaucoup aimé cette catégorie, surtout avec son nom, je refais un approximant graphique. Ce roman graphique est déprimant. Il fait souvent chaud, c'est souvent poussiéreux, et du soleil. Tellement de soleil que t'arrives pas à voir ton monde.
Et le héros, parlons-en du héros. Tellement à cheval sur ses principes qu'il n'a pas d'amis, même pas de GPS, et du coup, il est tout paumé. Des années qu'il trouve sa maison, à ce qu'on dit. L'ami des bêtes, cependant, mais des bêtes parfois tellement bêtes que c'en est affligeant. Et surtout, il poursuit des mecs chelous. Des mecs qui cassent pas des briques, ça non. Et qui font la plupart du temps un cosplay raté de guêpe. Des mecs aussi nazes, faut les mettre en tôle, de vrais boulets. Et vous savez quoi? Malgré tout ça, tout le monde l'appelle le chanceux, ce mec. Ils sont vraiment tous à l'ouest, tous ces gens qui le pensent. Oh là là, quel beau jeu de mots. Ce ne serait pas Lucky Luke. Mais tout à fait. Ah, bon, temps de passer au Naïmator 2.0 parce qu'il me semble que tu as une mise à jour pour ta rubrique, Naïm. Oui, exactement. J'ai fait une petite mise à jour là. Et là, je vais vous faire deviner, en tout cas pour aujourd'hui, je vais vous faire deviner des titres québécois. Plusieurs choix. Il y aura ça et il y aura aussi des pseudos aussi. Ça va être sympa de trouver les vrais noms d'un artiste qui prennent. Allez, vas-y, nous t'écoutons, Naïm. À votre avis, c'est quoi le titre québécois de Vice Versa? Est-ce que c'est 1. Recto verso, 2. Les émotions déjantées, 3. Sans dessus-dessous, ou 4. Vini Vidi Vici? Attends, 1 et 3, c'est quoi, Naïm? Le 1, c'est recto verso, et le 3, c'est sans dessus-dessous. Recto verso, non? Ça me semble logique. Non, ça vous trouvez pas... Le 2, c'est les émotions déjantées. Je dis le 3. Bon, moi je dis le 1. Le 1. Et toi, tu dis le 2 du coup, Martin. Ouais. Ah bah merde. Eh non, c'était le 3. C'est Justine qui a raison. Oh, Yes. Sans dessus-dessous. Surtout Vini Vidi Vici. c'est un morceau de Fouini Baby, ça. Ah, exactement. C'est vrai en plus. Eh oui, Ça m'écoute, tu connais ça. j'aime beaucoup La Fouine. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Vidi Vidi Vici qui était sur l'album La Fouine versus Laouni, sorti en 2011. Ah, carrément, le mec. On se croit aux rock. Allez, allez, vas-y. Alors, quel est le titre de Sexy Dance dans sa version US Step Up? Vous connaissez ce film en tout cas? Pas du tout. Un grand classique du cinéma. Oui, il a eu 6 Oscars. Alors, il y a Vivre pour danser, Danse pulpeuse, Monter en volume ou Je veux juste une dernière danse. Et le premier, tu as dit? La dernière, c'est Kyo, je pense. Vivre pour danser. Ah oui, c'est pas mal ça. Hein. Moi, je dis danse pulpeuse. Moi j'aime bien la une. Martin, tu votes aussi pour la première? Ouais. Pour Allez. la première aussi? Allez, vas-y. Ouais. Ouais, c'est bien la première. C'est bien Vivre pour danser. Ah bah c'est joli comme titre. Wow. Ouais, c'est joli, ouais. Et pour une fois, ils n'ont pas fait une traduction littérale. Alors là, je vais passer au pseudo du coup. Vas-y. Quel est le vrai nom du rappeur Akhenaton? Est-ce que c'est Akhenaton 33 058e du nom? Est-ce que c'est Eric Piramici, Eric Delle Alpi ou Philippe Ragione? Ah, c'est super dur. Bon, Moi, le je dirais premier. Le deuxième. Le deuxième, je crois que c'est le deuxième. Eric Piramici? Allez. Non, c'est une connerie Naïm. Akhenaton, pyramide. Non, Bah, il y a non. moyen. Mais non, 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 mais tu connais pas Naïm depuis le temps quand même. C'est quoi la troisième et quatrième, Naïm? Il y a Eric Delle Alpi ou Philippe Ragione? Non, le dernier. Moi, j'aurais dit le 3. Allez, le 3. Ah, bah non, le quatrième. Ah, c'est le 4. Ah ouais, c'est le quatrième. Piramici. Piramici. Je me suis dit, je vais peut-être mettre un petit rapport avec Akhenaton, on sait jamais. Peut-être On ne te qu'il- connaît que qu'il trop bien, Naïm. Ouais, j'avoue, là, j'étais un peu. J'imagine en train de Ça m'a jubiler. fait rire. Yes. J'ai pu la mettre. Je sais pas de quoi on parle, mais. ok. Ouais. Alors, quel est le vrai pyramide. nom de Miu Miu? Chacha. Patricia Lambert, Miu Miu. Est-ce que c'est René Henry ou est-ce que c'est Sylvette Herry? Moi, je dirais Sylvette. Sylvette Herry, vous dites? Ouais. Ah, c'était Sylvette Herry, ouais. Et pourquoi Miu Miu? Ouais, Miu Miu, en fait, apparemment, c'est Coluche. Ah. Ouais, d'autres. Vas-y. Alors, quel est le vrai nom de Vin Diesel? Est-ce que c'est Vincent Robert Diesel, Vincente Di Cielo, Marc Sinclair Vincent ou Champagne Kérosène? J'adore la dernière. elle est très, très Le bien. deuxième, non? Ça va pas être kérosène. Allez, la deuxième. C'est bien sa Moi, vérité. je vais dire la première pour le fun. Ouais, le Vincent deuxième. Robert Diesel? Ouais, allez. Non, il n'y a pas de diesel dans Vous ce nom. n'avez pas trouvé. C'est le Marc Sinclair Vincent. Ah, vas-y, est-ce que tu en as un dernier? Vous en Naïm? voulez encore? Allez, vas-y, un dernier. Allez, un petit dernier. Alors, quel est le vrai nom de Lady Gaga? Je l'ai, celui-là. Ah bon? Est-ce que c'est Ouais. Gabriella Donnarumma, Stéphanie Bonaventura, Stéphanie Germanotta ou Alexandrita Agostinita?
C'est la troisième, j'en suis sûre. Je l'ai pas. Mais pense au film avec Bradley Cooper. C'est C'est marqué Lady Gaga. Oh, c'est comme ça, Alexandrita, je pense. J'aurais dit plutôt Stéphanie Germanotta. Hein. Ouais. Je crois que c'est ça, je crois. Naïm, Ouais. tu confirmes? Et toi, Alexandre? Non, ouais, c'était la troisième, c'est bien ça. C'est très très cool. Ah, Merci c'était Naïm. cool. Et Ouais. je vous propose de rester un peu plus dans la nostalgie avec la prochaine rubrique qui s'intitule 2,21 gigawatts. Si je vous dis Loana, Stevie ou bien Laughter, up and down, laughter, up and down. Oh, oh, oh. Vous me dites? Love Story. Oh non, non. Eh oui! Alors quelle est la bonne réponse? Love Story. Eh oui, c'est le Love Story. Eh oui! Aujourd'hui, nous allons faire une fois de plus un bond de 20 ans en arrière, plus précisément le 26 avril 2001, le jour de la première diffusion de Love Story sur la chaîne N6. Love Story était une émission française de télé-réalité, généralement considérée comme la première de ce genre en France. Alors que la véritable première émission considérée comme telle fut Aventure sur le net, diffusée en janvier 2001 sur TF6. Mais revenons à Love Story. Présentée et animée par Benjamin Castaldi, alors âgé de 31 ans, l'émission a été diffusée du 26 avril au 5 juillet 2001. Le concept provient d'une émission néerlandaise intitulée Big Brother. Le coût de production est estimé entre 80 et 150 millions de francs. Le principe est simple, mais réellement novateur à l'époque. 11 célibataires devaient vivre coupés du monde dans un immense loft de 225 mètres carrés où toutes les pièces, à l'exception des toilettes et d'une pièce imposée par le CSA, sont équipées au total de 26 caméras vidéo et ce 50 micros. Ils sont aussi filmés 24 heures sur 24. Leurs images sont diffusées avec un léger différé sur un ou plusieurs canaux payants de l'offre TPS à l'époque, ainsi que sur Internet lors de la première saison. En parallèle, une émission quotidienne diffuse un montage de ces images 6 jours sur 7 à partir de 19h. Ce casting se révèle particulièrement éclectique et se voulant représentatif de la jeunesse des années 2000. Loana, la bimbo gogo danseuse romantique. Aziz, le karatéka responsable de sécurité dans un hypermarché. Stevie, l'adolescent peroxydé fasciné par la jet set et qui a hâte de devenir danseur. Kenza, au tempérament fougueux et passionné par les médias. Laure, la fashion victime avec un piercing sur la langue. Julie, la bonne copine. Philippe Lintello à l'humour potache. Jean-Édouard, le DJ dragueur. Delphine, la fille nature propriétaire d'un poney club. David, Luluberlu, chanteur de hard rock de Marseille. Et Christophe, l'étudiant toulousain en sociologie plutôt tranquille. Pour leur arrivée dans la villa, les lofters sont présentés comme de véritables célébrités dans une mise en scène spectaculaire. C'est par un défilé de limousines que les candidats arrivent à la plaine Saint-Denis, où est situé le Love. Quelques années plus tard, d'ailleurs, la productrice Alexia Laroche-Joubert avouera que le public en délire présent lors de cette première était en réalité composé du personnel de l'émission, faute de public. Vous vous en doutez, le principe de l'émission attire rapidement de très nombreuses critiques et une tempête médiatique voit alors le jour. L'émission se retrouve même à 3 reprises à la une du journal Le Monde, ce dernier fustigeant le voyeurisme assumé et la soif de sensationnel des téléspectateurs. Car le succès de l'émission en fait rapidement un phénomène de société. Malgré ces critiques, l'émission trouve son public, composé pour les 2/3 des 15-25 ans et près de 50% des ménagères suivent l'émission à son lancement. La quotidienne est suivie en moyenne par 5 millions de téléspectateurs. Le phénomène est tel que de nombreux produits dérivés, comme le magazine officiel Love Story où plusieurs singles voient le jour au fil des semaines. Au total, l'émission aurait rapporté 200 millions de francs à l'époque. Et ensuite, après une deuxième saison au score d'audience pourtant honorable bien qu'en dessous de la première, environ 4 millions de téléspectateurs en moyenne, la société Endemol décide de mettre fin à l'aventure Love Story. Si le concept initial reposait essentiellement sur la spontanéité des différents candidats qui découvraient en même temps que les spectateurs le principe même de la télé-réalité, les candidats de la seconde saison savaient très bien ce que l'attendait d'eux et y voyaient là un tremplin médiatique extraordinaire pour différents projets. Néanmoins, Love Story aura considérablement marqué les esprits à l'aube d'Internet et ouvrira le champ des possibles à des dizaines d'émissions de télé-réalité telles que Nice People, Les Colocataires ou encore Secret Story qui a eu près de 11 saisons à son actif. Et enfin, je vais poser comme d'habitude quelques petites questions au sujet de Love Story. À votre avis, combien de personnes étaient devant leur poste le jour de la finale du Love Story ? 10 millions? Ah, t'y es presque, Naïm. 12? 10 millions 2. 11,7 millions de téléspectateurs devant la finale qui indiquait la victoire de Loana et de Christophe. Oui, parce qu'il gagnait à 2, hein, c'est bien ça. Et ils ont gagné une piscine d'ailleurs, parce qu'ils aimaient beaucoup ça. Non, ça c'était Loana et Jean-Édouard. Jean-Édouard. C'est La vie, c'était classique, Avec Martin. gagné. Oh. Ouais, pardon. Ensuite, à votre avis, combien de personnes se sont proposées au casting du premier Loft ? 60 millions? Ah, La pas autant. population entière. 10 000. Ah, t'es pas loin, Martin. C'était 13 000 1001. personnes. Et enfin, j'ai une question pour Naïm.
À votre avis, combien de temps est resté le single Lofter Up and Down, numéro 1 top des ventes? Ah, Naïm, attention. Pour moi, Attention, Naïm, c'est ton moment. je dirais, je sais pas, 25 semaines. Oh, j'ai fait exprès par rapport à il y a 15 jours. Ah, 7, pardon, 7. Ouais. Excusez-moi, c'est vrai. On va désormais parler de la télé-réalité. Quel souvenir vous avez, vous, de cette émission Vous avez déjà mon point de vue, je l'ai donné au tout début de la rubrique. Et ben j'avais 8 ans et donc c'est quand même, on se rend compte en fait c'est vachement jeune pour regarder la télé-réalité, mais vu que c'était nouveau, les parents ils se doutaient pas que ça allait être On n'avait pas suffisamment de recul pour tout ça, on savait pas trop ce que c'était. Donc... Et toi, Martha, t'avais quel âge en 2000 ans? Je devais avoir une quinzaine d'années. Quand ils ont parlé du concept avant de montrer la première émission, ils faisaient un peu l'autopromo avant. J'étais intrigué et je pense que j'ai même pas eu envie de regarder une minute. Je crois que la seule fois où je suis tombé sur un épisode de n'importe quelle télé-réalité, c'est parce que j'étais chez des amis qui ne voulaient pas éteindre la télé pour pas louper le truc. Et ça m'a toujours semblé surréaliste que ça puisse autant intéresser les gens, en fait. Après, chacun il trouve son compte. En fait, il y a les gens qui regardent premier degré et t'as des gens qui regardent en mode. Mais c'est... La curiosité. Oui, voilà, la curiosité, ou comme quand tu regardes un reportage ou quoi, tu vois, t'es en mode. le premier Loft avait une toute autre saveur, comme j'ai précisé dans la chronique. C'était que vraiment, même les gens qui participaient à ça ne savaient pas à quoi ils s'attendaient. Donc finalement, ils n'y allaient pas pour les célébrités, tout ça. Eux, c'était vraiment du c'est une expérience, ça peut être sympa et tout. Et ça se sent quand tu regardes des extraits déjà entre le premier et le deuxième Loft. Tu vois vraiment une différence, que c'était pas pour la célébrité, c'était vraiment des gens tout simples. Encore, ça dépend, parce qu'il y a toujours des gens caricaturaux, mais t'en as qui sont plus pas dans l'exagération et qui passent très bien dans ces émissions-là aussi. Moi, je préfère Koh-Lanta dans le genre. Oui, c'est le même principe. Avec des votes du public. Mais ouais, je préférais quand il y avait une sorte de but, même la Starac ou quoi, c'était. Même Secret Story, il y a un but. Les gens doivent découvrir leurs secrets et tout. Tu vois, tu peux y aller pour gagner des sous. Il n'y a pas que ce côté où on lâche des gens dans une maison et on va voir ce qu'ils font. Oui, non, mais je vois ce que non, ouais. Eh bien, Ah ouais. laissons ça au passé, des émissions de télé-réalité, et nous allons directement passer à la dernière rubrique de l'émission, à savoir la rubrique Pépites. Et pour introduire cette rubrique, on va commencer par Martin. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 personnages. Une femme et 3 hommes, autant héroïques que terrifiants. À eux 4, ils ont affronté l'enfer, les cieux, l'apocalypse, des entités surpuissantes et des monstres horribles, dans une sorte de quête de justice, d'honneur ou encore de rédemption. Non, je ne vous parle pas des 4 animateurs et animatrices préférés de Cookie, ce podcast que vous aimez tant, mais des 4 cavaliers de l'apocalypse, et pas n'importe lesquels, ceux de la franchise vidéoludique Darksiders. Voici la base de l'histoire. Darksiders se passe dans notre univers au début de l'apocalypse où les enfers et les cieux prennent la terre pour un champ de bataille, ravageant l'humanité et la conduisant à l'extinction. C'est au début de ce chaos que débarque sur Terre Guerre, War dans le jeu original, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais il débarque seul. Et alors qu'il se ferait un chemin au milieu de ses nombreux ennemis, anges en armure et armes, démons monstrueux et flamboyants, il découvre qu'il n'a pas été appelé car les 7 sceaux, bonjour Naïm, genre de garde-fou qui déclenche l'arrivée des cavaliers et accessoirement protège l'humanité, n'ont pas tous été brisés, ce qui explique l'absence de ses frères et sœurs cavaliers. Le leader des cieux, consterné, est tué par le seigneur des forces d'invasion démoniaque, renversant la balance dans la bataille. Et alors que Guerre l'affronte à son tour, ses pouvoirs lui sont retirés par le Conseil Ardent, entité dirigeant les cavaliers, et il meurt à son tour. Il se retrouve alors devant le Conseil et est condamné pour trahison à cause de son intervention. Et c'est là le point de base de tous les jeux. Sorti en 2010, puis avec la War Master Edition en 2016, Darksiders 1, après cette introduction, nous mettra dans la peau de Guerre, renvoyé sur Terre un siècle plus tard, pour regagner son honneur et essayer de comprendre ce qui a conduit à ce désastre et qui a entraîné la disparition de l'humanité. Dans le 2, sorti en 2012 puis en 2015 avec la Definitive Edition, oui, c'est plein de jeux de mots, nous suivrons le leader et plus âgé des cavaliers morts, ou Death, qui tentera de laver le nom de son frère en cherchant un moyen de ramener l'humanité à la vie. On y apprendra aussi les origines des cavaliers. Dans le 3, sorti en 2018, ce sera au tour de Fury, la sœur de Guerre,
qui aura pour mission de vaincre et capturer les 7 péchés capitaux qui sévissent sur Terre. Enfin, dans Genesis, qui n'est pas le groupe de musique, sorti en 2019 puis en 2020 sur console, on joue alternativement ou en même temps sur un et à deux Discord, Strife en version originale, et Guerre avant la condamnation de ce dernier et l'anéantissement de l'humanité. Ces deux-là sont envoyés par le Conseil pour stopper les plans de Lucifer. Voilà pour l'histoire que j'ai fait en version très simplifiée. Il y a aussi eu quelques comics et un jeu de plateau, mais j'ai pas eu l'occasion d'en voir plus. Il s'agit de l'une de ces franchises que j'ai le plaisir de refaire assez souvent. En plus d'une histoire que je trouve captivante, elle a su me conquérir sur bien des points. Tout d'abord, un univers que je vais qualifier de plutôt dark fantasy apocalyptique. Même si les couleurs des personnages sont assez flashy et les armures clinquantes, on ressent la souffrance de ce monde où il n'y a plus d'espoir pour l'humanité et où chaque être n'est là que pour lutter pour sa propre survie. Cela vient aussi du fait que, bien évidemment, l'univers emprunte énormément aux écrits bibliques, avec les cieux, les enfers, les cavaliers, etc., tout en se les réappropriant. D'ailleurs, vous aurez probablement noté ici que les 4 cavaliers sont guerre, mort, discorde et furie, alors que d'après les écrits religieux, il s'agit en fait de guerre, mort, famine et conquête. Et oui, j'ai bien dit conquête et non pestilence, qui a été, à une époque, une mauvaise interprétation en raison des illustrations qui montraient conquête sur un cheval blanc semblant malade. Avec ça, vous pourrez briller en société, c'est cadeau. Un autre point fort est le fait que nous changions de personnage à chaque opus tout en faisant avancer l'histoire sur une même temporalité. Chaque cavalier a ses capacités et surtout ses armes. Guerre a l'épée lourde, Mort sa légendaire faux, Fury son fouet à lame et Discord ses 2 pistolets. Ainsi on découvre ces 4 personnages et leurs caractères bien trempés et bien différents les uns des autres, et chacun évoluant au cours de leurs aventures respectives. J'attends avec impatience un jeu dédié entièrement à Discord et enfin une conclusion qui réunirait les 4, en tout cas je l'espère. Un autre aspect qui pour moi fait aussi la force de cette licence mais a sans doute rebuté plus d'un ou plus d'une, c'est le gameplay. En effet, chaque jeu n'a pas du tout le même gameplay. Le premier serait plutôt un genre de Zelda Ocarina of Time mixé avec un God of War pour le côté bourrin et les fatalités sur les ennemis. Le deuxième est plus proche d'un RPG avec une évolution de personnage, un arbre de compétences, des objets à ramasser et des U-Craft. Le 3 emprunte complètement à la série Dark Souls, à la fois sur l'aspect combat plus exigeant en étudiant le pattern des ennemis, sans doute moins que pour un Dark Souls bien sûr, mais aussi avec l'absence de cartes, car il faudra découvrir les lieux par soi-même et débloquer des raccourcis pour revenir à certains endroits plus rapidement. Enfin, Genesis, c'est plutôt dans le genre Diablo-like, en vue isométrique avec quelques sauts, plateformes et puzzles. En plus de quelques problèmes à la sortie des jeux, comme des bugs, je pense que c'est cela qui du coup a tendance soit à plaire, soit à pas plaire du tout. Et bien que je n'en ai pas parlé, les musiques collent toujours très bien à l'ambiance des divers environnements, ils sont magnifiques. Et le doublage français est absolument nickel. D'ailleurs, en version anglaise, l'un des personnages secondaires est doublé par l'acteur dont j'ai encore oublié le nom, mais qui faisait Luke Skywalker. Mark Hamill. Voilà. Et pour ma part, bien que je n'ai pas encore fini Genesis, je ne saurais dire lequel me plaît le plus, tellement ils sont tous différents ou ont tellement à offrir. Et ce plaisir de jouer un guerrier ou une guerrière qui devient surpuissant, même si cela n'enlève pas une bonne dose de challenge, est toujours un énorme bonheur. En conclusion, bien qu'il vous faudra pas mal de temps pour parcourir tous les opus, je vous les recommande vivement, car c'est un vrai petit plaisir de maintenir l'équilibre de l'univers tout en tranchant des anges et éclatant des démons. Merci Martin. Je crois que c'est le 2 qui m'avait le plus intéressé. Il me semble que la licence elle a eu des soucis aussi parce que je crois que ça appartient à THQ North. Ouais, en fait c'est plus compliqué que ça. Les 2 premiers opus, avant leur remaster, étaient faits par THQ, qui après est devenu THQ Nordic, et ils ont fait également faillite après les 2 premiers opus. Donc on avait peur de ne pas avoir de suite, et finalement ils ont réussi à faire des suites qui étaient cohérentes, et tout en changeant toujours de gameplay à chaque fois, ce qui concerne n'est pas dérangeant. Mais moi ça me fait plus penser à du DMC. Plutôt du God of War, autrement. Ouais, c'est ça, oui. Ça dépend toujours de quel opus on joue en fait. Eh bien, Pardon, il est temps de passer à ma pépite. Oui, quelle est ta pépite, Alex? Eh ben, on va rester dans le thème des jeux vidéo et je vais vous parler
Non, on va procéder différemment. C'était à la fin des années 90 que, rechignant comme en habitude à l'idée d'accompagner mes parents dans un centre commercial bondé de Bordeaux, mon père me fit la surprise, avant de passer aux caisses, de choisir un jeu PC parmi l'offre pléthorique qu'il pouvait y avoir à cette époque. Parcourant alors le rayon dans ce Noël avant l'heure, mes yeux croisèrent le regard d'Abe, anti-héros à la peau verdâtre et à l'allure décharnée, au regard si empathique. À peine rentré des courses, j'ai inséré fébrilement le CD dans l'ordinateur familial et ce fut alors la révélation. La cinématique de départ posait le cadre d'un univers qui allait me fasciner continuellement près de 20 ans plus tard. Vous l'aurez compris, je vais vous parler aujourd'hui de la licence Oddworld. Et dans le dernier opus, Oddworld Soulstorm, second remake du jeu, est sorti le 6 avril dernier sur PC, PS4 et PS5. Cette série de jeux de plateforme a été créée en 1994 par le studio américain Oddworld Inhabitants et a été conçue par Lorne Lanning. La série s'est rapidement fait un nom à la fin des années 90 sur le marché du jeu vidéo, de par son univers particulièrement recherché, glauque, sans pour autant être dénué d'humour. À l'heure où de nombreux jeux de plateforme sortaient par palettes entières, Oddworld proposait quelque chose de véritablement nouveau. J'étais fasciné par cet univers si travaillé, mêlant de façon intelligente des thèmes comme l'écologie, la dystopie, le capitalisme, l'exploitation ou encore le chamanisme. Le continent Mudos, où se déroulent les différentes histoires, voit s'affronter deux idéologies. D'une part, les Mudokons, les Gabits et autres créatures formant des civilisations vénérant la nature par le biais d'animaux totems et souhaitant vivre selon les traditions ancestrales dans le respect et l'adoration de toute forme de vie. L'autre civilisation est, elle, constituée de groupuscules industriels, à savoir les Glucons, les Vakers, souhaitant exploiter au maximum la planète dans un capitalisme sauvage, formant une organisation tentaculaire connue sous le nom de cartel de Magog. Les Mudokons sont peu à peu colonisés et réduits en esclavage par les industriels. Mais ils ont néanmoins les moyens d'attaquer le cartel, voire de lui infliger des coups sévères, notamment par leur maîtrise de la méditation et du contrôle mental. Les différents jeux situent l'action à des lieux ou des époques différentes, venant ainsi étoffer l'univers déjà si riche, nous permettant de découvrir sans cesse différentes facettes du continent de Mudos. Afin d'ajouter une dimension supplémentaire à ce monde, le studio est allé jusqu'à créer un moteur de jeu intitulé Alive, soit Aware Lifeforms in Virtual Entertainment, considéré comme révolutionnaire à l'époque du premier opus en 1997. Ce moteur concerne en particulier l'intelligence artificielle des créatures de Oddworld. Il fonctionne en parallèle avec un autre système baptisé GameSpeak, créant une palette de répliques destinées à provoquer une réaction de la part des créatures qui l'entendent. GameSpeak permettait à Abe, le personnage principal, de pouvoir interagir avec le peuple de Mudos, leur demandant de le suivre, de s'arrêter. Il pouvait aussi les réconforter, les invectiver, bref, tout un panel de communication. Oddworld est une licence qui m'a énormément influencé tout au long de ma vie. Ces différents jeux m'ont questionné sur de nombreux aspects de notre société, notre rapport à l'autre, l'évolution de notre civilisation pouvant se faire au détriment des différentes formes de vie et à notre manière de consommer au quotidien. Voilà pour ma pépite. Est-ce que vous connaissez ou pas cette licence ? Bah, j'ai découvert avec toi. J'avais fait le premier quand j'étais petit, mais j'avais fait que le début, mais c'était trop dur. C'était très très difficile. Et tu avais plusieurs fins différentes en fonction du nombre de Mudokons que tu avais sauvés dans l'entièreté du jeu. Et tu as donc Oddworld Soulstorm, qui est le remake de l'Exode Tabe, qui était lui sorti en 98, qui est sorti il y a quelques semaines. Attends, c'est le remake ? Le remake de l'Exode Tabe. Mais ils ont énormément changé. Ils ont rajouté plein de cinématiques, ils ont refait quelques niveaux, ils ont rajouté un sac à dos à Abe, parce que maintenant tu as des objets, tu peux crafter, t'as beaucoup de choses qui n'étaient pas, ils ont quasiment refait un autre jeu. Tu les as essayés les nouveaux du coup ? J'ai fini New and Tasty, ouais il est très cool, surtout qu'il coûte pas cher sur Steam, je vous recommande chaudement de le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Bon, laissons de côté Oddworld et le monde de Mudos pour passer à la rubrique de Naïm. De quoi va s'agir ta pépite ? Alors je vais vous parler d'un manga, To Your Eternity. En japonais, il s'appelle Fumetsu no Anatae. Et c'est un manga de Yoshitoki Oima, prépublié depuis septembre 2016 au Japon. En France, chez Pika, depuis 2017. À nos jours, il y a 14 tomes. Je ne sais pas si vous connaissez le manga précédent qui s'appelait The Silent Voice, qui a été adapté en film d'animation aussi. Pas du tout. Non. Mais je vous le conseille aussi, c'est un manga très cool. J'en parle parce qu'en fait, il y a l'adaptation sur Crunchyroll qui a débuté juste la semaine dernière. Alors, ce manga nous parle d'un être immortel qui a été envoyé sur Terre par une personne ou une entité dont on ne sait absolument rien, ça peut être Dieu ou n'importe qui. Et une fois arrivé sur la Terre, il se transforme en pierre. Ensuite, il y a un loup qui passe juste à côté et ce loup est blessé. Il meurt sur la pierre et la pierre se transforme en loup.
En fait, elle prend les traits de l'entité qui vient de mourir juste à ses pieds. Et ensuite, il erre dans des paysages enneigés. En fait, d'après les analyses de certaines personnes, ça se situerait en Alaska. Enfin, le loup va se balader jusqu'à rencontrer un jeune garçon vivant seul et qui est en fait le maître du loup qui est supposé être mort. Et du coup, il va prendre l'être immortel comme le loup, sauf qu'en fait, ce n'est pas la même personne. Et avec ce nouveau maître, il décide de partir vers les terres plus chaudes et d'arrêter de vivre dans ce coin enneigé où il n'y a plus de nourriture, où il commence à faire très froid et tout, et de retrouver les gens de son village qui sont partis. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un voyage périlleux rempli de rencontres et de mystères débute. Et je vous en dis pas trop parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être spoilées rien qu'après cet épisode. Ils ont adapté le premier manga qui est sorti en un seul épisode de l'animé. Et du coup, c'est très compliqué pour synthétiser sans trop en dire. Mais en gros, c'est un vrai périple où l'être immortel qu'on rencontre dans ce manga, où est-ce qu'on voit toutes ces rencontres les unes après les autres. On voit tout un monde féerique un peu. Ça fait un petit peu penser à du Princesse Mononoke. Et c'est ça ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que c'est rempli de mystères. Il y a des créatures majestueuses et l'histoire est assez bien rythmée. Et c'est très mélancolique aussi. Il faut quand même se préparer à perdre des êtres chers qu'on aime beaucoup dans ce manga. Mhm. Du coup, il faut être un peu accroché. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment une petite pépite vraiment cool à lire en tout cas. Après, il faut voir si l'animation va suivre. Mais j'en doute pas et franchement, je vous le conseille. Voilà. En tout cas, ça donne très envie, Naïm. Ouais, je vous enverrai aussi des petites images et franchement, c'est vraiment un truc à conseiller. Et même le précédent manga qui s'appelle Silent Voice et qui est aussi à conseiller. Je pense que j'en parlerai un autre jour en détail, mais ça se passe dans une école et t'as une personne qui est sourde qui arrive dans cette classe-là et en fait, elle subit des brimades d'un de ses camarades de classe et d'ailleurs, c'est le personnage qu'on suit, c'est le personnage principal et on voit la relation entre les deux qui évolue et c'est vraiment une pépite Silent Voice. Super, bon, mais merci à Naïm, notre correspondant pour tout ce qui est animé et manga. Et il est temps de passer à la dernière pépite, celle de Justine. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'un film que j'ai eu l'occasion de voir lors du deuxième confinement, à savoir Vanilla Sky, réalisé par Cameron Crowe en 2001 avec Tom Cruise, Penelope Cruz et Cameron Diaz. Il fait partie de ces films comme Donnie Darko ou La Piel qui habito. Des films que je voyais passer sans cesse, relayés dans mes fils d'actualité, dans des articles avec en plus une affiche et un titre des plus intrigants. L'acteur principal Tom Cruise en gros plan avec seulement le titre du film Vanilla Sky, Ciel vanillé. Bref, toutes les étoiles étaient alignées pour me décider à regarder enfin ce film. Résumons-le d'abord. David Ames est un jeune éditeur de New York. Il rencontre une femme, Sophia, par l'intermédiaire de son ami Brian. Alors qu'il tombe amoureux et semble filer le parfait amour, David se dispute avec Julie, son ex, au volant de sa voiture. Un grave accident cause la mort de Julie et David se retrouve défiguré. Sa vie bascule totalement, Sophia l'évite et les gens le repoussent. Alors qu'il tente de faire reconstruire son visage, des événements contradictoires se multiplient. Je ne dirai rien de plus au sujet de l'histoire, il faut le voir. C'est comme un Fight Club ou un Seven, on ne peut rien raconter de plus au risque de tout divulgacher le reste de l'intrigue. Il est important de noter que Vanilla Sky est le remake d'un film espagnol, Abre los Ojos. Film espagnol sorti en 1997 avec la très jeune Penelope Cruz qui jouera le même rôle de Sofia dans le film américain. Il fait partie ainsi du cercle très fermé des remakes réussis, comme The Thing de Carpenter, Les Infiltrés de Scorsese, La Mouche de Cronenberg, etc. Et si vous n'avez pas vu ces films cités, honte et filez vite les voir! Sur la base d'une comédie romantique, le film devient un jeu de pistes, avec son lot de confusion, d'hallucinations, de suspense et de machination. Par plein de moments, je me croyais perdue et me demandais où le film voulait nous mener. On a l'idée d'une mosaïque que ce soit dans le récit, le montage, la photographie, passant d'un ciel vanille inondant tout New York à une boîte de nuit des plus insalubres, jusqu'à une incroyable bande originale pop, rock et électro et folk. La séquence d'ouverture commence sur l'excellent Everything is in the Right Place du groupe Radiohead et laisse quelques frissons dès le départ. Comme pour Donnie Darko ou bien Forrest Gump, la BO va de pair avec le film et est immensément riche. Radiohead, R.E.M., Sigur Rós, The Chemical Brothers, et j'en passe, qui résume parfaitement la bande-son qu'écoutaient les gens au début des années 2000. Mention spéciale pour la musique Vanilla Sky de Paul McCartney, écrite spécialement pour le film et nommée pour l'Oscar de la meilleure chanson originale en 2002. Enfin, petite mise en lumière de l'acteur principal. Choisi comme un emblème, Tom Cruise brille et étonne. Il excelle dans la performance d'un personnage en crise qui devient de plus en plus dépassé par les événements. Chose qu'il réitéra dans Minority Report et La guerre des mondes de Spielberg.
C'est tout simplement la meilleure période de Cruise, fin 90, début 2000. Tous ces films sont bons. Eyes Wide Shut, Magnolia, Minority Report, Collateral, La Guerre des Mondes et même Tonnerre sous les tropiques dans le rôle du producteur Véro, Les Grossman. C'était l'époque où Cruise se lançait dans des films intrigants où il prenait des risques. Bref, Vanilla Sky, c'est un film étrange, une BO fascinante, d'excellents acteurs et donc un film à voir. Et merci beaucoup. Ah bah, super. Vous connaissiez Vanilla Sky? Franchement, De nom. pas du tout. Ouais, de nom aussi, pareil, mais jamais vu. C'est un peu comme un Donnie Darko, t'es un peu bousculé, t'es un peu tout chamboulé et... Waouh. Alors, je sais pas pour vous, mais quand j'étais petit, je croyais que Tom Cruise et Penelope Cruz étaient de la même famille. Moi aussi. Tu connais le titre québécois de Vanilla Sky? Glace vanille? Ah, tu l'as? Ouais, je l'ai, ouais. Ah bon? Ah merde, il nous fait un animateur là comme ça. Eh, vas-y Naïm, qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est facile, c'est juste un ciel couleur vanille. Plus jolie ma traduction, hein, Sylvanie. C'est exactement la même chose, c'est la traduction. Ah bah oui, il a raison Naïm. Ouais, c'est mieux, je pense. Mais bon, allez voir Vanilla Sky, il est vraiment trop cool. On peut le voir, même si on n'aime pas les glaces vanille, on peut le Tu regarder. peux le ce voir, film. tu peux tout à fait Tu le voir. peux l'aimer même si tu aimes la menthe chocolat comme Martin. Mais sinon, tu peux regarder Le Chevalier couleur foncée. Quoi? Hein? The Dark Knight. Oh. Non, Bah, allez là, voir elle pour Vanilla sera Sky, coupée. hein. Elle sera coupée au montage. Ouais, ça sera coupé. Eh bien, les amis, c'est ainsi que l'émission se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous trois d'avoir participé au podcast. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour de nouvelles rubriques, nouvelles aventures, nouvelles versions et de nouvelles pépites. Oui, et merci à toi Alex aussi. Tout le plaisir est Oui, pour merci. moi, comme à chaque fois. Et je vous en prie, mes amis. Bisous, bisous. À très bientôt. Ciao. Salut. Bye. Bye.